Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Les médias, les débats. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Grantman. Bonjour Valérie. Pourquoi vous riez? Parce que j'ai regardé le sondage de la question du jour. Ah bon, et alors pas dû. Bon, d'accord. On va parler effectivement de l'arrêt de Plus belle la vie qui a été annoncé hier. On aura dans un instant le commandant Nebou qui sera avec nous. Et c'est évidemment notre ami Jérôme Bertin qui sera là. Et puis tout de suite après, on reçoit Damien Fleurette qui est réalisateur et qui a réalisé un doc absolument époustouflant, sciant, sidérant autour de Uber, et on va en parler avec lui dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est liée à l'information qui a été donnée hier par France Télévisions. L'arrêt de Plus belle la vie après de nombreuses années, une institution audiovisuelle. On vous a demandé si vous regrettez l'arrêt de Plus belle la vie. Pour l'instant, vous nous dites non à 91%, dont mon sourire quand je me suis connecté, et 9% oui, mais ça va remonter. Ça va remonter, vous pouvez oui, parce que ça a quand même mobilisé pas mal de monde. C'est l'effet Dallas. Pour une autre époque, on disait qu'on regardait pas Dallas alors qu'on regardait. Voilà. C'est un peu ça, mais vous regardez Plus belle la vie? Moi, j'ai regardé Plus belle la vie. Oui, j'assume. Bon, très bien. Et on a au téléphone avec Bertin. nous Jérôme Bertin. Bonjour Jérôme. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Bonjour. Bah écoutez, on voulait vous avoir ce matin pour un petit peu que vous nous racontiez l'ambiance, comment vous l'avez appris vous déjà. C'est vrai que c'était une information qui était dans les tuyaux, qui était là, on le savait, mais la décision n'avait pas été annoncée officiellement. Comment ça s'est passé? Bah oui, nous on avait été informés par Le Figaro dans un article de fin février, donc si vous voulez, ça fait toujours bizarre d'apprendre qu'on est viré par la presse. Mais bon, c'est comme ça. Souvent dans les médias, peu importe. En fait, hier, on a eu effectivement la délégation de France Télévisions qui est venue avec le numéro 2 de France Télévisions, Monsieur Stéphane Sidbon-Gomez, avec la patronne de la fiction de France Télévisions, des gens des ressources humaines, et ils sont venus. Et ils ont voulu nous faire cette annonce dans le lieu mythique de Plus belle la vie, c'est-à-dire la place du Mistral, qui n'existe donc que dans les studios de Plus belle la vie. Et voilà, donc là, il y avait, je sais pas, on devait être entre 200 et 300 personnes présentes des équipes de Plus belle la vie, beaucoup de techniciens, enfin toute la famille Plus belle la vie était là. Et ça a été un moment un peu extrêmement pénible pour nous tous, parce qu'on est au-delà de notre travail, on a vraiment le sentiment de perdre une famille. On est tous très attachés aux uns aux autres. On se voit tellement souvent. C'est-à-dire que moi, il y a des gens de Plus belle la vie que je vois beaucoup plus que ma fille. Donc forcément, si vous voulez, j'aime beaucoup plus ma fille, quand même. Je vais être très clair. Mais au quotidien, au quotidien, ce qui se passe, c'est... C'était une vie de troupe, en fait. C'était comme une troupe de comédiens. Oui, mais sincèrement, j'ai dû faire une trentaine de films, de séries, j'ai fait du théâtre et tout ça. L'ambiance de Plus belle la vie, je ne l'ai retrouvé nulle part. Parce qu'on se connaît tous, voilà. Et on est tous attachés les uns aux autres. On a tous l'envie de servir le mieux possible cette série. Et ce qui est très touchant, c'est de voir depuis hier le nombre de réactions des fans qui sont en larmes, comme nous on l'a été hier. Parce que c'est ce qui s'est passé sur le plateau. On a d'abord été, on a espéré jusqu'au bout qu'il y ait un revirement de situation, un changement de décision ou quoi que ce soit. Bon, ben voilà, France Télévisions a pris sa décision. Il y a des questions qui ont été posées par les comédiens à France Télévisions? Alors figurez-vous, et ça c'est quand même la chose la plus... en fait, nous les comédiens, on est restés très en écoute et on a laissé davantage parler tous les techniciens et tout ça, et toutes les équipes. Donc voilà, on était... pour les comédiens, vous savez, c'est compliqué parce que... moi, j'ai encore envie de travailler. Oui, bien sûr. Donc voilà, j'écoute et puis on verra bien ce qui va se passer. Il y a eu des promesses de prise de la part de France Télévisions. On verra. Oui, voilà. absolument. Alors, ce matin, il y a un grand article dans Le Parisien, évidemment, qui est consacré à l'arrêt de Plus belle la vie. Ça fait travailler 40% du secteur audiovisuel à Marseille, 600 emplois directs à l'année, 1200 en incluant la cantine, les hébergements, les déplacements. Plus que ça, Valérie, Ah oui, c'est plus, les chiffres sont faux. C'est beaucoup plus que ça. D'accord. C'est-à-dire que en emploi direct et indirect, on est à plus de 1200 personnes par an.
Ouais. Et quand on dit 600 intermittents du spectacle, c'est 600, effectivement, c'est 600 familles, hein, donc qui sont directement impactées là. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que fin septembre, on arrête les tournages et à Marseille, il y a 600 personnes qui vont se retrouver dans cette situation. France Télévisions a pris des engagements sur le fait qu'il y aurait un volume quasi équivalent de tournage qui sera fait. On verra. Hein, oui, il n'y a pas de raison de ne pas croire France Télévisions. Donc Candice Renoir qui va se déplacer de cette à Marseille, et puis la suite de Plus belle la vie, peut-être qu'elle aura lieu, puisque la société de production Newen garde les droits et la possibilité de continuer. Et de le diffuser sur TMC. Ça peut être vendu sur une autre chaîne, que ce soit TMC, mais ça peut être aussi vendu sur une plateforme. Vous savez, aujourd'hui, les plateformes, que ce soit Amazon, que ce soit Netflix, que ce soit toutes les autres plateformes qui existent ou qui vont exister, elles ont besoin de créer des programmes qui sont fidélisants, comme on dit. Et c'est exactement ce que fait Plus belle la vie. Et pour finir, une petite dernière question. Comment vous aimeriez voir la fin de votre personnage ? Comment ça, vous savez comment ça va s'arrêter, oui ? Pas encore. Non, on ne sait absolument pas. Et ce qu'on sait, c'est que ça n'est pas une fin définitive. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une explosion de la place du Mistral, le commandant Debout ne va pas se pendre, et nous, on a bien l'intention de repartir un jour ou une autre, d'une manière ou d'une autre, parce que quand on voit la réaction des fans aujourd'hui, on est extrêmement touchés par cette reconnaissance. Ils sont tous très tristes, et ils nous disent tous qu'ils sont encore plus tristes pour nous, parce qu'ils savent ce qu'on perd. Bien sûr, bien sûr. Une auditrice me demande pourquoi ça s'arrête. Ça s'arrête parce que les audiences ont baissé depuis quelque temps. Oui, puis je pense que France Télévisions n'avait pas très envie de donner beaucoup d'argent à une société de TF1 qui appartient à TF1, effectivement. Il y a plein de raisons. Mais on espère pour vous que... Mais il y a plus de 2,5 millions, 3 millions de personnes qui nous regardent quotidiennement. Oui, et ça, je pense que si vous voulez, ça peut intéresser d'autres diffuseurs et des plateformes. C'est d'ailleurs ce que disait il n'y a pas très longtemps le directeur des programmes de TF1. Eh bien, écoutez, à suivre, comme on dit. Merci beaucoup, Jérôme Bertin, d'avoir été avec nous. Merci Gilles, et merci à tous les fans qui vous écoutent aussi, parce que pour nous, ce lien-là, on ne veut pas le perdre. Il a été formidable, et je vous aime. Merci beaucoup. On vous le dit aussi, on vous aime. Vous avez fait partie, et vous faites toujours partie de la vie de très nombreux Français, et on voit l'émotion, effectivement, de ceux qui ont suivi la série. Merci beaucoup, merci Jérôme. Merci Valérie. Merci Jérôme Bertin. Au revoir. Au revoir. On va parler maintenant, Valérie, d'Uber et de ce documentaire qui va être diffusé sur France 5 dimanche. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Le succès jusqu'à l'excès. Les investisseurs se battaient pour entrer chez Uber. Ils avaient tous peur de rater le coup du siècle. Le pouvoir jusqu'à l'ivresse. Travis, qui est très intelligent. Il s'est transformé en une sorte de dictateur mégalo. Le travail jusqu'à l'épuisement. Vous imaginez la torture que c'est de crever de faim en transportant de la nourriture sur son dos ? Jusqu'où ira Uber ? Un documentaire suivi d'un débat, dimanche à 20h55 sur France 5. Alors, Damien Fleurette, vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Bonjour. Vraiment, on est capté dès les premières images parce qu'il y a un rythme d'enfer, déjà une musique qui vous captive. Et puis cette histoire d'Uber est absolument fascinante, sidérante. Et vous avez surtout obtenu des témoignages très très forts de ceux qui ont fait Uber, qui ont été là dès le départ. Déjà, votre point de départ de proposer ce documentaire, comment il vous est venu ? C'est-à-dire que l'idée de départ, c'est de parler d'une réussite qui est incontestable en termes de business, qui est celle de Uber. C'est-à-dire que Uber, c'est une entreprise qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en termes de business, c'est une réussite phénoménale, comme il y en a pas eu depuis ces 25 dernières années dans la Silicon Valley. Donc ça part de là et on s'est dit on va regarder sous le capot, voir quels ont été les ressorts et les méthodes de cette croissance fulgurante qui a permis à Uber de s'imposer aujourd'hui et d'être incontournable. Alors Uber a refusé de participer au documentaire officiellement, mais vous avez d'anciens collaborateurs qui eux ont accepté de vous raconter un certain nombre de choses. Pourquoi ils ont refusé ? Vous avez une... Dès le début, j'ai donc contacté Uber qui n'a pas souhaité participer parce que c'est un chapitre de leur histoire
qui considèrent comme close, sur lequel ils ont a priori pas envie de revenir. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'on va donc interviewer des gens qui ont fait Uber, des Américains, des Français, des cadres, des ingénieurs, des commerciaux qui ont participé à cette croissance d'Uber et qui, pour certains, sont un peu critiques aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que c'est très intéressant, ces témoignages. Alors on parle de l'histoire du créateur, Travis Kalanick, et vous dites quelque chose d'intéressant au début. Alors c'est lui qui a créé Uber, et vous dites que souvent dans la Silicon Valley, les créateurs sont quand même des gens très autistes, pour qui l'humain n'existe pas vraiment. C'est de la matière en fait. Alors, il y a deux choses. Il y a le côté autiste beaucoup sont Asperger, ce que j'ai découvert dans votre doc. Donc ça, c'est une chose qui leur permet d'être complètement polar sur tout ce qui est nouvelle technologie. Et après, l'ubérisation, effectivement, on fait que l'humain compte peu, mais c'est pas le lien avec l'autisme. Oui, effectivement. Et alors, c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que moi, je le subodore et je le découvre en parlant avec ces intervenants. Et c'est ces d'anciens cadres d'Uber qui me disent qu'en fait, souvent, effectivement, dans la Silicon Valley, ce sont des gens hyper rationnels. Absolument. Qui ne voient que l'application d'une solution qu'ils ont trouvée pour faire le maximum d'argent. Et la question sociale, il n'y a pas de vision politique chez Uber. En tout cas, il n'y en a pas eu jusqu'en 2017-2018. Ouais. Ubérisation, c'est un mot qui est rentré dans le langage courant. Quand on cherche la définition, désigne un nouveau modèle de commerce qui tire parti des nouvelles technologies numériques et qui s'inscrit dans le cadre de l'économie collaborative en mettant en relation directe et quasi instantanée des clients, des prestataires et des fournisseurs. Ça a été le point de départ, l'idée géniale que vous racontez du créateur qui est à San Francisco, qui cherche un taxi, qui dit ce serait quand même bien qu'on appuie sur un bouton et qu'il y ait une voiture qui vienne. Tout simplement, c'est Internet c'est le smartphone qui est inventé, Internet dans la poche, et pourquoi ne pas pouvoir commander une voiture avec son téléphone. Et pour la petite anecdote, c'est que aujourd'hui Uber présente cette idée comme celle de son fondateur Travis Kalanick, et en fait c'est celle de son cofondateur qui est quelqu'un de très effacé, Garrett Kemp. Mais bon, pour les besoins d'une légende, on a toujours dit que c'était l'idée de Travis Kalanick et qu'il l'aurait eu à Paris sous un ciel enneigé. Il trouvait pas de taxi. Bon, finalement, il l'a eu à San Francisco et puis il trouvait pas de limousine. Et il s'est dit qu'il fallait pouvoir en commander avec son téléphone. Un autre service. Ce que vous racontez, c'est assez incroyable, c'est que Uber a une formule assez forte qui est: on est hors la loi, mais si on attendait que la loi nous autorise à faire les choses, on ne les ferait pas. Donc ils ont pendant 1 an, 2 ans conquis le monde en étant hors la loi, ils le savaient, et ça ne les gênait pas. Et ils ont également des employés sans être employés. C'est ça, c'est-à-dire que le principe d'Uber, ça a été de prendre de vitesse à peu près tout le monde, tous les pays dans lesquels ils sont installés. C'est le mantra de la Silicon Valley, c'est de dire allez vite, casser des choses. Pour innover, il vaut mieux s'excuser que demander la permission. Et donc ça veut dire pour Uber qu'ils ont eu recours à des méthodes qui parfois sont des méthodes quasiment de voyous. Ils ont eu recours à de l'espionnage de téléphone des autorités, c'est ce qu'on raconte dans le documentaire. Ils ont eu certains logiciels qui leur ont permis d'effacer des données à distance en cas de perquisition. Tout ça, c'est des choses qu'on détaille dans le documentaire et qui sont, je trouve, très intéressantes à voir. Ça raconte beaucoup sur Uber, comment ils ont réussi à s'installer, à prendre de vitesse les autorités, mais aussi la concurrence. Bien sûr. Les taxis et les autres entreprises de plateforme. Parce que quand on emploie des méthodes que les autres n'osent pas employer, forcément on va plus vite. Une auditrice me dit mais les gens autistes qui les utilisent, les recrutent, non, ce sont eux qui ont une forme. Si vous regardez le documentaire, vous verrez le fondateur justement qui est un personnage. Bien sûr, c'est pas les chauffeurs. C'est pas les chauffeurs. Ce ne sont pas eux. Ce sont ces gens de la Silicon Valley. Souvent, les gens qui sont Asperger ont des facilités, des facultés à comprendre tout ce qui est technologie, nouvelle technologie, et c'est là où on voit qu'il y a dans les créateurs de ces entreprises. Et peut-être sans aller jusqu'à dire qu'ils sont tous autistes, mais en tout cas c'est des gens hyper rationnels et c'est pour ça qu'ils voient simplement la manière d'appliquer une solution. Alors une question d'un auditeur, il dit Stéphane, est-ce qu'ils ont conscience d'avoir ubérisé la société de la vie ordinaire à la politique? Est-ce qu'ils en ont conscience, à votre avis, aujourd'hui, d'avoir créé un nouveau modèle économique? Alors le Uber d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont tout à fait conscience de ce qu'ils sont devenus et de à quel point ils ont transformé la société. Il n'y a pas de doute là-dessus.
je pense qu'ils ont conscience aussi de l'avoir transformé. Je pense qu'il ne faut pas non plus voir les choses d'une seule manière. Il y a certaines bonnes choses qui est sorti. Le service des taxis aujourd'hui est beaucoup plus agréable à utiliser qu'il ne l'était avant. Et ça vient du fait que Uber a obligé un nouveau standard, les taxis à se mettre au niveau. Mais je pense qu'ils ont tout à fait conscience qu'ils ont changé la société. Et c'est toute la question, c'est-à-dire qu'en changeant les règles et en tentant de changer les lois, il y a ce risque que tous les secteurs aujourd'hui s'ubérisent. Et il y a ce risque que ça devienne la norme, ce fonctionnement de travail à la tâche où on n'a pas recours à des employés, mais on a recours à des indépendants. C'est le risque que ça devienne la norme. La réussite d'Uber, c'est cette question qu'elle pose. Est-ce que ça va devenir la norme ? Et ce qu'on voit également de votre documentaire, c'est que les chauffeurs sont gérés pas par des humains, mais par des algorithmes. Et c'est le portable connecté à Uber qui en fait les dirige. Mais ça pourrait être des robots en fait. C'est un peu la question que ça pose. C'est-à-dire que le management algorithmique, le but d'Uber, c'est que les chauffeurs, les livreurs soient le plus longtemps sur la route, le plus longtemps disponibles. Et donc pour ça, ils vont mettre en place toute une batterie de soit des bonus pour inciter les chauffeurs à rester sur place, soit ils vont tenter de les manipuler pour leur dire de se rendre à tel endroit de la carte parce qu'ils gagneraient plus d'argent. Et tout ça se fait uniquement via l'application. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un humain qui parle à un chauffeur, on a une application qui, de manière très mécanique, dit voilà ce que vous devez faire, voilà ce que nous on voudrait que vous fassiez. Et qui distribue des courses qu'ils ne choisissent pas eux. Vous avez par exemple un chauffeur brésilien qui des fois on lui envoie des courses pas chères, et il peut les refuser, mais l'algorithme va tout le temps lui donner des courses d'un certain montant. Donc les chauffeurs sont libres de refuser les courses, mais ce chauffeur brésilien dont vous parlez, il nous raconte par exemple que lorsqu'il refuse trop de courses, il y a soit une suspension du compte, soit on propose moins de courses. Il y a une sorte de sanction. Il y a un taux d'acceptation minimum de courses pour les chauffeurs et il y a une sanction pour ceux qui n'acceptent pas ce taux minimum de courses. Parce qu'on a dit que c'était la liberté. C'est comme ça que le ressentent aussi certains chauffeurs, sauf qu'on voit que c'est pas aussi simple que ça. Ce chauffeur en particulier, le Brésil, c'est peut-être spécifique, qui est d'ailleurs le deuxième marché au monde pour Uber, ce que j'ignorais. Ce type, il travaille 10 heures par jour, il a une journée de repos, donc c'est une fausse liberté aussi, c'est ça le danger. C'est une liberté si vous vous conditionnez à ce que l'application vous demande de faire. Donc c'est pas, vous vous connectez pas quand vous le souhaitez, vous arrêtez pas quand vous le souhaitez, vous ne choisissez pas les courses que vous souhaitez. Si vous voulez vraiment faire un minimum d'argent, parce que ce sont pas des chauffeurs qui gagnent beaucoup d'argent, il faut se conformer parfaitement à ce que demande l'application, à ce que demande Uber. Ça a été compliqué à réaliser comme documentaire. Est-ce que vous avez eu des pressions ? Est-ce que quand ils ont su que vous réalisiez ce documentaire, pas de pression, mais ils m'ont dit très tôt, Uber a dit très tôt qu'ils ne souhaiteraient pas participer, et donc de fait ils m'ont fermé la porte du bureau, du siège d'Uber à San Francisco. Moi j'ai eu affaire à la communication en France qui donc ont fermé la porte du siège d'Uber à San Francisco. Pareil au Brésil, il était hors de question qu'on puisse avoir accès à des cadres Uber en poste. Ensuite, la partie la plus difficile a été de convaincre ces anciens cadres de Uber, ces programmeurs, l'ancien vice-président d'Uber, Emil Michael, qui nous parle, de le convaincre de nous parler. Ça a été plus compliqué. Mais c'est des gens. Qu'est-ce qui a fait qu'il a accepté ? Parce que c'est des gens qui, en tout cas pour Emil Michael, qui voient uniquement la réussite en termes de business. Pour lui, c'est une réussite Uber, et là-dessus, il a raison. La question sociale, la question de bouleverser les standards sociaux partout dans le monde, il se la pose pas. Lui, c'est un hyper rationnel. Il fait des investissements aujourd'hui, il fait des investissements qui doivent rapporter. Quand un investissement rapporte, il est content. Quand il participe à une entreprise et qu'elle fonctionne, il est content. Emil Michael, c'est la personne qui, auprès d'Uber, a réussi à lever 15 milliards de dollars en quelques années. 15 milliards de dollars, ça n'a jamais été fait en aussi peu de temps. Ça, rien que ça, c'est sur ce personnage-là dont on dit qu'il est celui qui a pu, qui est capable de convaincre n'importe quel investisseur. Il a la réputation d'être le meilleur leveur de fonds de la Silicon Valley. Et puis vous montrez la façon dont Uber a réussi à attirer les financements petit à petit, et c'est exponentiel. Pardon Gilles. Oui, comment vous expliquez que, par exemple, Uber devait s'arrêter en Angleterre et puis finalement ça continue, ça s'arrête pas. En France, on devait arrêter ou légiférer, ça continue. Il n'y a aucun pays qui a réussi à arrêter Uber. Alors c'est parce qu'ils sont forts en lobbying. Il
n'y a pas à Londres, non? Londres, ça marche pas. Il y a certains pays qui ont quand même réussi, ou alors c'est Uber qui choisit de ne plus y aller quand la loi est trop contraignante. Mais parce que Uber, il y a une armée de chauffeurs et puis il y a une armée d'avocats. Il y a une armée de spécialistes des lois et qui sont en lobbying perpétuel et en réflexion perpétuelle sur comment trouver une zone grise qui permet à Uber de continuer d'exercer. Donc c'est une négociation permanente avec le législateur. Oui, ça devait s'arrêter à Londres, mais ça continue. Je pensais que ça c'était. Moi aussi, mais ça continue à Londres. À Londres, vous trouvez là, il y a eu des très grosses pertes financières. Ils se sont un peu effondrés en bourse. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a plusieurs étapes dans la société. Ce qui est très intéressant aussi avec Uber, c'est que Uber, depuis sa création, n'a jamais gagné d'argent, n'a jamais été profitable. C'est-à-dire que il y a des pertes qui parfois sont allées jusqu'à 4 milliards de dollars de pertes chaque année, parce que ce que fait Uber, c'est qu'il utilise l'argent de ses levées de fonds et l'argent qu'il gagne pour les reverser en bonus pour attirer les chauffeurs. On vous dit, on vous paye plus les courses parce qu'il faut que vous soyez disponible pour nous, ou alors en bonus pour les clients. On vous offre des courses gratuites, mais en échange, utilisez notre service. Il faut fidéliser les clients et les chauffeurs. Et ça coûte énormément d'argent. Et Uber a toujours fait ça depuis sa création. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils gagnent toujours pas d'argent. Ils se sont rapprochés de la rentabilité. Ils n'y sont pas encore. Ils s'en rapprochent. Les pertes sont moindres. C'est plus la livraison qui rapporte, c'est ça? La livraison, c'est le marché sur lequel ils se recentrent, mais qui ne rapporte pas encore énormément d'argent. Et donc, c'est une entreprise qui va vers la rentabilité, mais qui n'y est toujours pas et qui n'a jamais été rentable depuis 15 ans d'existence. Est-ce qu'il faut continuer à prendre des Uber? Oui, le service il existe, le service il existe, il est pratique, il a amélioré un certain nombre de choses, on se déplace beaucoup plus facilement. Oui, c'est vrai que ça a changé complètement. Le problème c'est qu'il pose toute la question des conséquences sociales, des conséquences sur le travail, de la rémunération des chauffeurs, du partage, rémunération des chauffeurs, de la protection sociale des chauffeurs, et c'est la même question partout dans le monde. C'est des nouveaux emplois qui sont créés par millions. Mais qui doivent aujourd'hui, il faudrait en tout cas qu'ils correspondent aux standards sociaux et donc continuer à utiliser Uber. Oui, l'idéal ce serait que ce soit dans des meilleures conditions. Travis Kalanick, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, Travis Kalanick, il a une entreprise qui est le patron fondateur. Qui est le patron fondateur. Il a une entreprise. Il gère ce qu'on appelle des cuisines fantômes, c'est-à-dire que c'est des cuisines qui sont destinées uniquement à la livraison, donc des cuisines qui ne servent pas dans un restaurant, mais qui sont uniquement livrées. Et il a levé dernièrement énormément d'argent auprès des mêmes investisseurs qu'Uber. Pour certains, d'ailleurs, c'est intéressant. Il a levé énormément d'argent pour développer cette nouvelle entreprise. Il est toujours actionnaire d'Uber ? Et je pourrais pas vous dire. Je sais qu'il a récupéré beaucoup de l'argent qu'il avait mis dans Uber. Je pourrais pas vous dire avec certitude qu'il est toujours actionnaire d'Uber. C'est des choses qui parfois sont compliquées à savoir. C'est compliqué d'en être sûr. En tout cas, un personnage assez fascinant dans les extraits que vous avez pu montrer, à la limite presque de la folie parfois dans son excitation. Comme beaucoup de patrons de la Silicon Valley. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai absolument découvert. Merci. Et puis l'anniversaire où Jay-Z se fait payer en actions d'Uber avec Jay-Z et Beyoncé. Et Beyoncé qui se font payer en actions. C'était une bonne affaire. Bonne affaire pour eux. Damien Fleurette, donc vous avez réalisé ce documentaire. C'est à voir dimanche à 20h55 sur France 5, Le Monde en face, présenté par Mélanie Taravant. Jusqu'où ira Uber? Vous pouvez également le voir en replay, mais regardez-le, c'est vraiment très très intéressant sur cette entreprise, sur ces gens qui la dirigent ou qui l'ont dirigée, et puisque sur ce que ça change dans la société. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Damien Fleurette. Nous, on se retrouve dans un instant pour parler livres avec Gérard Collard. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.